Bonjour à tous. Là, je vais vous présenter dans cette vidéo, ça va être une première vidéo sur la seconde partie du cours de modélisation, où je vais vous présenter un autre modèle, donc qui sont les réseaux de Petri. Donc, ce qu'on a vu, c'était jusqu'à présent, c'était les systèmes de transition et leurs produits synchronisés. Et donc, on va voir un autre modèle qui est en fait plus adapté pour représenter les systèmes concurrents, qui permet en fait aussi de modéliser la création et la destruction de ressources. Et en fait, comme je vous l'ai expliqué en cours, ce modèle va générer un système de transition associé. En gros, les systèmes de transition, c'est notre modèle de référence. On peut un peu comparer ça au langage binaire hein, en programmation, et après on a des modèles de plus haut niveau qui vont générer des systèmes de transition. Donc ça veut dire que quand on aura ce modèle-là, un réseau de Petri, à partir du réseau de Petri, on va générer un système de transition et on pourra de nouveau raisonner sur ce système de transition pour écrire des spécifications et les vérifier. Donc, quelles sont les caractéristiques de ce nouveau modèle? Donc, dans ce nouveau modèle, on va avoir 4 ingrédients. Donc, le premier, ça va être des places qu'on va représenter par un rond. L'autre ingrédient, ça va être les transitions qu'on va représenter par des rectangles. Ensuite, on va avoir les arcs. Donc, on va avoir deux types d'arcs. On va avoir les arcs qui rentrent dans une transition, donc qui vont d'une place vers une transition, et des arcs qui vont dans une transition vers une place. Et finalement, le dernier ingrédient, ça va être les jetons. Donc, ça va être ces petits ronds rouges, ou ronds, pas rouges forcément, ces petits ronds qu'on va mettre dans les places. Ce qui est important que vous vous rappelez, hein, c'est que on peut pas avoir donc d'arcs comme ça. On peut pas avoir d'arcs qui vont d'une place vers une autre place. Ça, c'est interdit. Et puis, on peut pas avoir d'arcs qui vont d'une transition vers une transition. Ça, c'est interdit. Donc, attention, hein, quand souvent dans les partiels ou les examens ou les exercices, je demande de dessiner un réseau de Petri, il y a certains étudiants qui me font cette erreur-là. Si vous faites ça, ça n'a aucun sens. Donc, c'est juste vraiment, rappelez-vous, pas de flèche qui va d'une place vers une place ou d'une transition vers une transition. Donc, je fais ça. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà un réseau de Petri. Donc ici, on a 3 places qui sont P1, P2 et P3. On a 2 transitions qui sont T1 et T2. Puis on a des arcs. Donc on a un arc ici qui va de P1 vers T1. On a un arc entrant dans T1 qui vient de P2. Et les arcs qui sortent de T1, on a celui-là qui va vers P2, celui-là qui va vers P3. Et pour la transition T2, on a un arc qui rentre dans T2 venant de P2, et un arc qui sort de T2 qui va vers P3. Donc, voilà. Et en plus, on a les jetons. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a 3 jetons dans P1, 1 jeton dans P2 et 0 jeton dans P3. Alors, maintenant, ce réseau de Petri, il va avoir un fonctionnement. En gros, qu'est-ce qu'il faut voir? C'est que les places, ça représente des états des ressources. Donc on peut avoir, ça peut être soit les états de contrôle d'un processus, ça peut être soit un nombre de tâches à effectuer, ça peut être un verrou. On verra des exemples dans le prochain cours. Et quand on met des jetons dans une place, donc les petites boules qu'on met dans les places, ça indique combien de ressources se trouvent dans cet état. Et ensuite, les transitions, c'est ça qui vont correspondre aux actions du système. Donc ici, par exemple, on a une transition T. Sur la gauche, là, on a des places qui sont en entrée de T, des places qui sont en sortie de T. Et alors, une action, on peut la faire, et en termes des réseaux de Petri, c'est-à-dire qu'une transition peut être franchie s'il y a pour chaque place en entrée au moins un jeton en entrée. Donc, pour au moins un jeton. Ça veut dire que pour franchir la transition T, là, il faut qu'on ait au moins un jeton ici et un jeton là. Pour toutes les places qui sont en entrée de la transition, on doit avoir au moins un jeton dans chacune des places. Et puis quand on va la franchir, on va prendre tous les jetons qui sont en entrée. Donc on va prendre les 2 jetons qu'on a là. On va les supprimer. Et puis pour chaque place en sortie, on va
rajouter un jeton. Donc on va ici créer un jeton dans ces 3 places-là. Donc c'est ça l'idée du réseau. Donc par exemple, si je prends ce réseau de Petri, qu'est-ce qui se passe? Ici, je peux franchir la transition T1. Pourquoi? Parce que T1, il y a 2 places en entrée, P1 et P2, et j'ai au moins un jeton dans P1 et au moins un jeton dans P2. Quand je vais franchir la transition T1, qu'est-ce que ça va me faire? Ça va prendre déjà un jeton dans P1, ça va me prendre un jeton dans P2, et puis ça va mettre un jeton dans P3, et puis on voit que de T1 à P2, il y a une flèche, donc ça va remettre un jeton dans P2. Maintenant, on peut refranchir T1 de nouveau, parce que T1, il y a 2 places en entrée, P1 et P2, et il y a de nouveau au moins un jeton dans P1 et au moins un jeton dans P2. Donc si on refranchit la transition T1, ça va prendre un jeton dans P1, un jeton dans P2, et puis ça va en créer un nouveau dans P2 et un dans P3. Et puis après, si je veux franchir la transition T2, est-ce que c'est possible? Oui, T2, il y a une seule place en entrée. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre le jeton qu'il y a dans P2, et puis ça va créer un jeton pour chaque place qui est en sortie de T2, donc il n'y a qu'une seule place, c'est P3, et ça va prendre un jeton ici. Voilà. Donc ça, c'est la définition informelle des réseaux de Petri et de comment ils s'exécutent. Donc attention, s'il y a une erreur que font pas mal d'étudiants, c'est qu'il ne faut pas voir une transition comme si elle déplaçait des jetons. C'est pas ça. Donc ça, c'est une erreur parce que du coup, on pourra avoir l'impression qu'une transition ne crée pas des jetons donc c'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'une transition, elle marche en 2 étapes. D'abord, elle supprime des jetons, et puis ensuite, elle en crée des nouveaux. Donc ici, si je prends la transition T, est-ce que je peux la franchir? Bah oui, parce qu'il y a 2 places en entrée, et dans chacune de ces places, il y a un jeton. Et donc quand je vais la franchir, je vais supprimer les 2 jetons qui y a en entrée, et puis je vais en produire un nouveau dans la place en sortie. Et alors, il y a des cas spéciaux, mais qui respectent toujours ces définitions. Si je prends ce cas-là, en bas à gauche, là, cette transition, bah pour toutes ces places en entrée, il y a un jeton dedans. Pourquoi c'est vrai ça? Parce qu'il n'y a aucune place en entrée. Donc si je prends cette transition, elle prend tous les jetons qu'il y a dans les places en entrée, donc elle n'en prend aucun, et puis après, elle produit des jetons dans les places en sortie. Donc si je la franchis, elle va faire ça. Je peux de nouveau la franchir une deuxième fois, parce qu'il y a toujours, pour toutes les places en entrée, il y a des jetons dedans. Et puis si je la franchis une deuxième fois, ça va remettre un jeton là et un jeton là. Voilà. Et si maintenant je prends le dernier cas spéciaux, donc qui va être celui-là, cette transition-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des jetons, mais elle n'en produit pas. Donc elle détruit des jetons, mais elle n'en crée pas. Donc est-ce que je peux la franchir? Oui, parce que j'ai une place en entrée, et dans cette place, il y a au moins un jeton. Et donc quand je vais la franchir, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, juste elle supprime un jeton. Et puis je peux de nouveau la franchir une autre fois, et puis elle va prendre ce jeton. Et puis une dernière fois, elle va prendre le dernier jeton. Donc en franchissant 3 fois cette transition, elle va prendre les 3 jetons. Donc si maintenant on passe à la définition formelle, qu'est-ce que c'est un réseau de Petri RP? Ben de la même façon qu'on définissait un système de transition comme un NUPLE, rappelez-vous, avec un ensemble d'états, un ensemble d'actions, une relation de transition, un ensemble de propositions atomiques, etc. Mais un réseau de Petri, on peut aussi le définir sous forme d'un NUPLE, c'est quoi? On a un ensemble grand P qui est un ensemble de places, un ensemble grand T qui est un ensemble de transitions. On a 2 fonctions qui vont correspondre aux arcs qui rentrent dans les transitions et aux arcs qui sortent des transitions. Donc pré, ça correspond aux arcs qui rentrent dans les transitions, et post aux arcs qui sortent des transitions. Et puis on a près de TP, parce que ça dit combien il y a d'arcs qui rentrent dans T depuis la place P. Et en fait, finalement, on a M0 appartient à NP, donc NP, là, les ensembles désaturés de puissance P, ça veut dire que c'est une fonction qui, à chaque place, associe un nombre de jetons. Et ça correspond au marquage initial. Donc si je prends le réseau, donc il y a toujours un marquage initial qui va, après les marquages vont changer. Les marquages, ça nous dit à chaque fois combien il y a de jetons dans chaque place.
Donc si je prends le réseau de Petri que j'ai dessiné sur la gauche, là, son ensemble de places grand P, c'est quoi? Il y a 3 places, P1, P2 et P3. Il y a 2 transitions, donc grand T c'est égal à T1, T2. Et alors si je prends la fonction près pour la transition T1, on a près de T1 avec P1, donc il y a bien un arc, et près de T1 avec P2, il y a un arc, donc c'est égal à 1. Ensuite, près de T1 avec P3, il n'y a pas d'arc qui rentre dans T1 depuis P3, donc c'est égal à 0. Et puis pour les arcs qui sortent de T1, mais il y a 0 arc qui sortent de T1 et qui vont vers P1. Puis il y a un arc qui sort de P1 et qui va de T1 et qui va vers P2. Et il y a un arc qui sort de T1 et qui va vers P3. Donc poste de T1 P2 égale poste de T1 P3 égale 1. Et puis le marquage initial ici que j'ai représenté, c'est il y a 3 jetons dans P1, donc M0 de P1 égale 3, 1 jeton dans P2, donc M0 de P2 égale 1, et puis 0 jeton dans P3. Alors, pourquoi maintenant on a ces n là dans les fonctions pré et t? Parce qu'en fait, une place peut être plusieurs fois en entrée d'une transition. Donc par exemple, si je prends ce qui vous est représenté ici sur la gauche là, on voit qu'il y a la transition T, donc excusez-moi, je la note T, et la place P, il y a 2 arcs qui vont de P vers T, donc qui rentrent dans T depuis P. Ça, en fait, on va dire que près de TP égale à 2. Donc sur le schéma, on va le noter avec 2. Donc si on ne met pas de chiffre, ça veut dire 1. Si on ne met pas d'arc, donc pas de flèche sur le dessin, ça veut dire que près de TP égale 0. Et sinon, si on met le numéro pour dire combien il y a de jetons qui sont consommés. Et alors maintenant qu'on a les définitions formelles, on peut définir ce que ça veut dire de franchir une transition à partir d'un marquage. Donc juste, qu'est-ce que c'est un marquage? Un marquage, c'est une fonction qui va de l'ensemble des places P vers les entiers naturels n. Et ça veut dire que m de petit p nous dit combien de jetons on a dans la place, pardon, ici c'est un petit p. Donc, et ce qu'on dit, c'est quand est-ce qu'une transition peut être franchie depuis M, depuis le marquage M? Si et seulement si, pour toutes les places, c'est pour ça que je l'ai souligné, c'est vraiment pour toutes les places, on a que le nombre de jetons dans la place P, c'est supérieur ou égal au nombre d'arcs qui rentrent dans T depuis P. Donc il faut vérifier pour chaque place, on regarde les arcs qui vont dans la transition T, qui rentrent depuis cette place-là, et on doit avoir plus de jetons que d'arcs qui rentrent dans T. Et alors, une fois, si T peut être franchi depuis M, qu'est-ce qu'on va faire? En la franchissant, on va arriver au marquage M', donc on va avoir un autre marquage. Et comment on gère M'? Pour chaque place P, le nombre de jetons dans la place P dans M', c'est le nombre de jetons qu'on avait dans le marquage M pour la place P, moins le nombre de jetons qu'a pris la transition T dans la place P, donc c'est égal à près T de P, plus le poste, donc le nombre de jetons qu'a produit la transition T dans la place P, donc c'est poste de TP. Donc si vous regardez ici, comme on a cette inégalité-là, MP supérieur ou égal à près de TP, on sait que M de P moins près de TP, ça c'est forcément supérieur ou égal à 0. Puis comme ça aussi, poste de TP par définition, ça appartient à N, donc c'est supérieur ou égal à 0, mais le tout, ça va forcément être supérieur ou égal à 0. Et alors, quand on franchit une transition, donc si elle peut être franchie et si on la franchit, on note que M va dans le marquage M' en franchissant la transition T. Donc, si je reprends mon exemple, alors déjà, pour que ce soit lisible, au lieu de noter M0 de P1 égale 3, M0 de P2 égale 1 et M0 de P3 égale 1, je vais noter un marquage comme ça, comme c'est indiqué ici. Et je vais copier 3 fois P1 parce qu'il y a 3 jetons dans P1. Je vais écrire une fois P2 parce qu'il y a un jeton dans P2. Et je n'écris pas de P3 parce qu'il n'y a pas de jeton dans P3. Donc c'est une notation pour noter les marquages. Et alors, qu'est-ce que je peux voir par rapport à avant? La même séquence que je vous ai montré dans l'exemple informel, depuis le marquage où j'ai 3 jetons dans P1, un jeton dans P2, je peux franchir la transition T1 parce que j'ai au moins un jeton dans P1 qui est en entrée de T1 et au moins un jeton dans P2 qui est en entrée de T1.
Et qu'est-ce qui va se passer? Donc ça veut dire que je peux franchir la transition T1. Et qu'est-ce qui va se passer quand je vais franchir cette transition? Je vais prendre un jeton dans P1, je vais prendre un jeton dans P2, et puis je vais rajouter un jeton dans P2 et en créer un dans P3. Donc en gros, comme on avait vu dans l'exemple, je vais arriver dans ce marquage-là, qui correspond exactement à ce marquage-là. Vous voyez, j'ai 2 fois P1, une fois P2, une fois P3. Depuis ce marquage, je peux de nouveau encore prendre T1. Pourquoi je peux de nouveau prendre T1? Ben, j'ai bien un jeton, il y a 2 places qui sont à l'entrée de T1, P1 et P2. Donc je peux bien franchir cette transition. Et quand je vais la franchir, ben, je vais de nouveau prendre un jeton dans P1. Je vais en prendre un dans P2. Et puis je vais en recréer un dans P2 et un dans P3. Donc au final, quand je vais franchir cette transition, je vais arriver dans le marquage où j'ai un jeton dans P1, un jeton dans P2 et 2 jetons dans P3, qui est exactement ce marquage-là, où j'ai une fois P1, une fois P2 et 2 fois P3. Et puis là, bah, je pourrais de nouveau prendre T1, ou bien je peux prendre aussi la transition T2. Avant aussi, hein, je pouvais prendre T2. C'est un exemple d'exécution. Et là, comment je vais faire? Ben, je vais dire, ok, si je prends T2, T2, je peux la prendre parce qu'il y a au moins un jeton dans sa place d'entrée qui est P2. Puis quand je vais le prendre, ça va prendre le jeton qu'il y a dans P2. Et qu'est-ce qu'elle fait T2? Elle produit un seul jeton dans P3. Et donc au final, je vais avoir 3 jetons dans P3. Donc je vais arriver à ce marquage-là, où j'ai un jeton dans P1 et 3 jetons dans P3. J'aurais pu faire une autre exécution, hein, comme ici, depuis mon marquage initial. Donc mon marquage initial, c'était celui où j'avais 3 jetons dans P1, puis un jeton dans P2. Et ben, si j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux très bien prendre directement la transition T2, parce que en T2, j'ai une place en entrée qui est P2, il y a un jeton dedans. Et alors si je la prends, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre le jeton là, puis je vais le mettre dans P3. Puis je vais en créer un, je vais pas prendre le même, hein, je vais prendre le jeton, je vais le détruire, je vais en créer un nouveau dans P3, et ça va me donner exactement cette transition-là. Puis là, on remarque que depuis cette P1, P1, 3 fois P1 et une fois P3, je ne peux plus faire de transition. Pourquoi? Ben parce que T1, pour que je puisse la franchir, il faudrait que j'ai au moins un jeton dans P2, mais j'en ai pas dans P2. Même si j'en ai dans P1, il m'en manque un dans P2, et T2, pareil, je peux pas la franchir parce que j'ai pas de jeton dans P2. Et donc, d'avoir défini correctement comment on franchit les transitions et formellement, ça nous permet de définir à partir d'un réseau de Petri un système de transition ST2RP. Et donc, ça va être quoi les états? Donc, grand Q, ça va être mes états de mon système de transition. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être l'ensemble de mes marquages. Donc, l'ensemble de mes marquages, pour rappel, je le note grand N à la puissance P. Quel va être l'état initial de mon système de transition? Ça va être mon marquage initial, M0. Ça va être quoi mes actions? Bah, ça va être mes transitions. Alors après, les propositions atomiques, ici on va pas trop s'embêter. On verra après comment les définir mieux, mais on va prendre que c'est aussi les marquages, et du coup, à un marquage, son étiquette, bah, ça va être le marquage. Et puis, alors, il nous reste à définir la relation de transition, qui je vous rappelle, c'est la relation de transition, c'est quelque chose qui est dans Q, croix acte, croix Q. Donc ici, ça va être qui prend un marquage et une transition et qui produit un marquage. Et comment je dis? Ben, je vais dire que depuis le marquage M, je peux aller vers le marquage M' avec T. Ben, si et seulement si, je peux franchir la transition T depuis M, et en la franchissant, je vais obtenir M'. Donc, c'est exactement ce qu'on a vu au slide d'avant. Et du coup, ce système de transition, STRP, ça nous définit en fait la sémantique, c'est comme ça que ça s'appelle, du réseau de Petri, c'est-à-dire comment il va s'exécuter et comment les marquages vont évoluer. Et on verra aussi que ST de RP, ça s'appelle aussi le graphe des marquages accessibles, parce qu'en fait, en le construisant, depuis le marquage initial M0, ça va nous donner tous les marquages que l'on peut atteindre depuis ce marquage M0. Alors si je vous refais un exemple, donc j'ai repris l'exemple, le premier exemple, sauf que pour pas que ça soit trop gros à dessiner, j'ai mis que 2 jetons en P1 au lieu de 1 jeton en P2.
Donc là aussi, qu'est-ce que ça va faire? Le marquage initial, c'est celui-là, et je l'ai représenté ici. Donc qu'est-ce que je peux faire depuis ce marquage initial? Eh bien, je peux franchir la transition T1. Pourquoi? Il y a bien un jeton dans P1, au moins un jeton, et au moins un jeton dans P2. Donc je peux la franchir, et quand je vais la franchir, qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre un jeton dans P1, et ça va prendre un jeton dans P2, et puis ça va en générer, pour chaque arc de sortie, ça va en générer un dans P3 et un dans P2. Donc en franchissant T3, je vais arriver au marquage P1, P3, P2. D'accord? Si je reprends mon marquage initial, une autre transition que je peux faire, c'est T2. Ici. Pourquoi? Parce que j'ai bien un jeton dans T2, et là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre un jeton dans T2, et puis, je vais en mettre un dans P3. Et je vais arriver à la place où j'ai deux jetons dans P1 et en P3. Et puis là, je ne vais plus pouvoir rien faire à partir de cette place-là, ici. Je ne peux plus rien faire. Pourquoi? Parce que j'ai que deux transitions dans mon système. Est-ce que je peux franchir la transition T1? Non. Pour franchir la transition T1, il me faut au moins un jeton dans P1 et au moins un jeton dans P2. Mais j'ai plus de jetons dans P2. Pareil, est-ce que je peux franchir la transition T2? Eh bien non, parce que pour franchir la transition T2, il me faudrait au moins un jeton dans P2 et je ne l'ai pas. Donc si je continue mon raisonnement, donc déjà, le marquage P1, P1, P3, c'est fini. Il me reste à faire ce marquage P1, P3, P2. Donc on est exactement dans cette configuration-là. Quelles sont les transitions que je peux franchir? Là, je peux encore une fois franchir T1. Pourquoi? Pour franchir T1, il me faut au moins un jeton dans P1 et au moins un jeton dans P2. Je les ai. Puis alors, quand je vais le franchir, je vais prendre le jeton dans P1, prendre le jeton dans P2, et après, je vais en remettre un dans P2 et un dans P3. Donc, je vais arriver au marquage où j'ai deux jetons dans P3 et deux dans P2, qui est exactement celui-là. Maintenant, si je reviens au marquage d'avant, où j'avais un jeton dans P1, un dans P2, dans P3, je peux aussi faire la transition T2. Pourquoi? Parce que pour faire T2, il faut que j'ai au moins un marquage dans P2, un jeton dans P2, et je l'ai. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va me prendre le jeton dans P2, et puis ça va me le mettre dans P3. Et donc je vais arriver exactement au marquage là. Depuis ce marquage P1, P3, P3, ben de nouveau, il n'y a plus aucune transition, ni T1 ni T2 qui sont franchissables. Donc maintenant, il me reste à faire ce marquage-là pour voir quelles sont les transitions que je peux franchir. Donc là, j'en étais au marquage où j'avais deux jetons dans P3, plus de marquage dans P1, et puis un jeton dans P2. Depuis ce marquage, est-ce que je peux franchir T1? Eh bien non, parce que pour franchir T1, il me faudrait au moins un jeton dans P1, et j'en ai plus. Donc la seule transition que je peux franchir, c'est T2. Et puis en la franchissant, je vais prendre un jeton dans P2, et puis je vais en mettre un dans P3. Donc voilà, en gros, comment marchent les réseaux de Petri, et comment on génère ce graphe, qui est ST2RP, qui est le graphe des marquages accessibles. Bien sûr, il peut y avoir des boucles dans ce graphe et tout. Hein. Quand on rencontre un même marquage, hop, on va faire une boucle. On verra des exemples dans la prochaine vidéo de plein de graphes de marquages accessibles et un peu de ce qu'on peut modéliser avec les réseaux de Petri.